François Milot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Et vous êtes avec nous en cette fin d'été pour parler du succès du rosé en France. Et les chiffres, effectivement, sont assez exceptionnels puisque la France est le premier pays producteur et le premier pays consommateur de rosé dans le monde. Et sa consommation a même presque triplé depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, cet engouement, un tel engouement pour le rosé ? D'abord, les chiffres sont éloquents. Comme vous le disiez, on est passé de 10% de consommation à 30,5% aujourd'hui en 15 ans, ce qui est du jamais vu dans une couleur de vin. Et lorsqu'on essaye en Provence d'expliquer ce genre de phénomène sur la base d'études de comportement du consommateur, sur la base d'études économiques, eh bien, on classe nos raisons en trois ensembles. D'abord, un ensemble de raisons techniques, progression de qualité, progression du style des rosés, une deuxième ensemble de raisons qui est lié au style d'alimentation, puisque l'alimentation a beaucoup changé depuis 20 ans. Et puis, un troisième ensemble de raisons qui est plutôt, disons, la façon dont on considère le vin et la façon dont peut évoluer cette consommation, disons, le rapport que l'on a avec le vin aujourd'hui, qui est en train de se transformer profondément, oui. Alors revenons justement sur cette augmentation de la qualité du rosé depuis quelques années. Jusqu'où en fait est-ce que cette qualité a augmenté ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre des grands crus, enfin des crus classés de Provence à côté de grands crus classés de Bordeaux ou de premiers crus en Bourgogne ? Je crois que pour apprécier la qualité d'un vin, pour savoir ce qu'est la qualité d'un vin, il faut considérer que cette qualité, c'est une notion personnelle, puisque la qualité est liée au plaisir que donne un vin. Et le plaisir, c'est une notion personnelle. Donc il faut déjà faire table rase de tout ce qui est lecture d'étiquettes, prescription des spécialistes, etc. Je prône, et nous prônons en Provence, le retour à une certaine sincérité de la dégustation. Qu'est-ce qui me fait plaisir ? À partir de là, je crois qu'il faut dire que dans les évolutions que l'on vient de connaître sur les 3 dernières décennies, oui, on peut dire maintenant que les vins de Provence ont leur très haut de gamme. Le très haut de gamme figure sur les grandes tables françaises ou étrangères. C'est maintenant passé dans les mœurs, et c'est une excellente chose. Et la qualité moyenne, c'est-à-dire le plaisir que peut apporter le vin au consommateur, celui-là, évidemment, il a été décuplé au cours des 10 dernières années. Et concrètement, justement, quels ont été les progrès techniques qui ont participé à cette amélioration de la qualité du vin ? Sur le plan concret, il y a eu un fait qui est dû à la Provence, et bon, je crois qu'il faut le dire. Il y a une trentaine d'années, la Provence a, entre guillemets, inventé un rosé nouveau, un nouveau style de rosé qui est le rosé sec, clair et aromatique que l'on connaît aujourd'hui. Avant cette période-là, lorsqu'on voulait produire un rosé aromatique, il était obligatoirement foncé. Ce qui a provoqué ce changement, c'est la maîtrise de la température de fermentation. Aujourd'hui, toutes les caves de Provence sont équipées de régulation de température, ce qui permet de sortir des cépages des arômes qui sont plus fleurs blanches, qui sont plus agrumes. Et ce sont des saveurs. Et plus que fruits rouges, fraises ou framboises. Et cette évolution a collé avec l'évolution de la cuisine. Et c'est donc le deuxième ensemble de raisons. Évolution extraordinaire de la façon de s'alimenter. Entrée, plat, dessert, ça n'a plus vraiment cours. Aujourd'hui, à midi, on prend un plat qui est souvent froid, qui va avec un vin froid, un plat avec des saveurs du monde ou saveurs exotiques, par exemple les ceviches, qui vont bien avec les saveurs d'agrumes, mieux qu'avec les saveurs de fraises. Voilà, tout cet ensemble-là, ça a poussé le boom du rosé. Bon, et sortons de la France maintenant. Est-ce que le rosé connaît aussi un tel engouement à l'étranger ? Si oui, dans quel pays et avec quel volume ? Alors, le rosé connaît un engouement spécialement sur le sol américain. Disons, dans tout le continent nord-américain, Canada compris. Et nous avons des progressions qui sont tout à fait remarquables aux USA, puisque ce sont des progressions à 2 chiffres depuis 5 ans. Les USA sont devenus en 8 ans notre premier marché d'exportation. Et donc nous exportons aujourd'hui
pas énormément, parce que là c'est pareil, le rosé doit prendre ses habitudes, mais nous commençons à exporter tout à fait valablement sur les États-Unis. Bon, et la Provence est le premier producteur de rosé dans le monde. Est-ce que vous avez, qui sont vos principaux concurrents? Est-ce que c'est des concurrents français, les rosés de Loire ou les rosés de Bordeaux, ou est-ce que c'est des concurrents étrangers aussi? Est-ce qu'il en existe? Nous avons la chance en France d'avoir un terroir très varié. Et du coup, une production de rosé très variée aussi, de différents styles. Et ça, c'est vraiment une richesse qu'il nous faut préserver en France. Vous avez toute la zone méditerranéenne qui produit du rosé qui est clair, aromatique, fruité, parce qu'il y a une question de climat et une question de terroir. Bien entendu, le rosé produit en Provence ne peut être produit qu'en Provence, puisque le climat et le terroir, ça se déplace pas. Il n'empêche que des rosés de Loire ont un autre style, un style qui est fait à base de Cabernet et puis d'un autre climat. Ils sont des concurrents pour vous ou pas? Non, on est côte à côte. Et puis, nous pensons que dans le monde du rosé, il y a de la place pour tout le monde. Donc, pour le moment, il n'y a pas de concurrence au sens propre du terme. Nous avons de très bons amis du côté de Tavel qui font des rosés, eux, par contre, très charpentés et très colorés. Il n'y a pas non plus de concurrence, non, on ne peut pas dire. Mais parlez-nous maintenant comment s'annonce le millésime en Provence cette année? Où en sont les vendanges, là? Il s'annonce très bien. Il s'annonce très bien parce que en Provence, l'un des principaux problèmes qui avait déjà été décrit par Giono, par exemple, c'est l'eau. C'est l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau, la Provence est heureuse. Et en fait, nous avons eu de l'eau en hiver et nous avons eu relativement de l'eau en été. On a eu des orages et il y a une richesse locale pour la viticulture en Provence qui s'appelle le Mistral. C'est comme un gros ventilateur qui s'allume après la pluie, qui vient sécher les vignes pour éviter les maladies. C'est extraordinaire. Donc on a eu quelques orages suivis de Mistral. Ce qui fait que la vigne a pris toute son ampleur. Il y a eu également pas mal de pluviométrie au mois d'août, oui. En particulier le 15 août. On dit que l'orage du 15 août, c'est celui qui fait la récolte. Là, il nous a fait la récolte. Et depuis, les vendanges ont commencé le 21 août, normal, date tout à fait normale, avec une vendange qui est de très belle qualité, très belle qualité, pas de maladie, des raisins sains, bien gonflés, bien mûrs, et une quantité, très beau millésime, et une quantité qui va être de 2% supérieure à celle de l'année dernière, donc tout à fait bien, tout à fait correct. Et alors, les producteurs sont contents. Les producteurs sont contents, bon, c'est l'essentiel. Et le vin de la semaine, est-ce que vous pourriez nous faire partager une bouteille à moins de 15 €? Le vin de la semaine, je vais peut-être vous surprendre un peu, mais vous savez, la Provence, c'est une terre d'accueil, une terre d'ouverture, et ma foi, j'aimerais citer un vin fait par nos amis américains. J'ai dégusté il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, un merlot qui est de Californie, de Napa Valley, et il s'appelle Pump Jack. Pump Jack, c'est un merlot donc un rouge, c'est un merlot qui m'a quand même interpellé. Je me suis dit, voilà, on commence à avoir dans les merlots de Californie ou dans d'autres types de cépages de Californie, on commence à avoir cette recherche du terroir que l'on n'avait pas avant. Avant, on avait le cépage et puis éventuellement le terroir. Là, je pense que nos amis américains ont entamé une réflexion qui est tout à fait intéressante. François Milot, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.